Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, la commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France a le plaisir aujourd'hui d'accueillir monsieur Hervé Macheneau, membre de l'Académie des technologies, ancien directeur exécutif d'EDF chargé de la production et de l'ingénierie de 2010 à 2015, ancien directeur de la branche Asie-Pacifique. Monsieur Macheneau, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation qui vous a pourtant été présentée tardivement. Votre audition s'est révélée intéressante pour nous afin de compléter les informations déjà recueillies par notre commission. D'une part, en effet, l'international est un sujet qui apparaît central dans la stratégie d'EDF de ces dernières décennies, comme d'ailleurs celle de tout groupe industriel d'envergure mondiale. Cette notion recouvre au moins deux dimensions, la prise de participation et l'acquisition de parts de marché à l'étranger par l'entreprise. Votre expérience dans ce domaine intéresse les membres de notre commission, notamment à l'égard des marchés asiatiques, Chine, Japon, Inde. D'autre part, les responsabilités que vous avez exercées au sein d'EDF en tant que directeur exécutif s'inscrivent dans une période particulière, 2010-2015, je l'ai déjà dit, qui évoque beaucoup de péripéties. J'en citerai quelques-unes. Areva, la construction des EPR, je dis bien des EPR, les technologies nucléaires alternatives, les RNR et SMR. Vous avez exercé vos fonctions sous l'autorité de M. Henri Proglio, que notre commission a déjà eu l'honneur d'auditionner. Monsieur Macheneau, vous connaissez les règles d'une commission d'enquête puisque vous avez été auditionné il y a 9 ans par la commission d'enquête alors présidée par M. François Brottes sur les coûts de la filière nucléaire. Je vais vous inviter donc, avant de vous laisser la parole, vous inviter à bien vouloir prêter serment en vertu de l'article 6 de l'ordonnance de 1958 relative aux assemblées parlementaires. Serment de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et dire « je le jure ». Voilà. Je le jure. Monsieur Macheneau, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je suis très reconnaissant de prendre le temps de m'auditionner sur un sujet où effectivement j'ai été partie prenante de l'ensemble du processus depuis le début des années 80. Et donc, vous posez la question de la souveraineté. La souveraineté, c'est clairement de pouvoir choisir et décider de ses politiques. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas en France, puisque la plupart des politiques sont guidées par la Commission européenne. L'indépendance énergétique, en l'occurrence, je vais parler de l'indépendance énergétique dans le domaine de l'électricité, c'est ce que la France a connu jusqu'en 2000. Une électricité qui était pratiquement 100% française. La construction des centrales nucléaires ne s'est appuyée pratiquement que sur des fournisseurs français, a été entièrement financée par la France et à part l'uranium, qui représente une très faible proportion des coûts de la production d'électricité nucléaire et qui est très abondant et très diversifié, on peut dire que l'indépendance en matière de la production d'électricité, qui reposait essentiellement à plus de 95% sur le nucléaire et l'hydraulique, était assurée. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit aujourd'hui dans une situation où on a perdu la souveraineté et l'indépendance énergétique? J'ai identifié trois causes principales. La première, industrielle, et ce que j'appelle la perte de la maîtrise industrielle, et qui a été profondément marquée et liée, qui a résulté du désalignement stratégique de la filière nucléaire française, désalignement stratégique qui s'est exporté et qui, en gros, a conduit au choc de la réalisation de ce désalignement, plus exactement à l'éclatement de la filière au moment de la décision de construire un EPR. Je reviendrai sur ces sujets qui sont évidemment essentiels. Le succès économique industriel de l'organisation précédente résulte d'une organisation industrielle qui est unique au monde. Je veux dire,
dans tous les pays du monde, principaux, jusqu'à une période récente, les États-Unis, l'Allemagne, la Suède, le Japon, les centrales nucléaires, les réacteurs sont construits par des sociétés commerciales qui construisent pour des exploitants des réacteurs clés en main. On reviendra sur ce modèle qui est en fait un modèle d'échec, alors que le modèle utilisé par EDF, par la France, a été un modèle dans lequel l'exploitant, l'opérateur, est à la fois le concepteur, le constructeur et l'exploitant de ces réacteurs nucléaires. Ça permet d'abord une politique, je dirais, de responsabilité vis-à-vis de la sûreté, puisque de cette manière, c'est l'exploitant qui discute avec les autorités de sûreté les conditions à remplir et les manières de le faire. Tandis que dans le système clé en main, c'est le fournisseur qui discute avec les autorités de sûreté et l'exploitant est le tiers payant. Ce qui fait que le parc nucléaire français, celui qui est déjà construit et qui est en exploitation, a coûté 2 fois moins cher que le parc nucléaire allemand au kilowattheure installé, 3 fois moins cher que le parc japonais ou le parc anglais. C'est pour cette raison de standardisation, et ça n'est pas un effet de série. Parce que les Allemands avaient un effet de série, puisqu'ils ont construit du convoi dans toute l'Allemagne. Sauf que chaque réacteur était attribué à un exploitant différent, et donc la discussion avec les autorités de sûreté, et d'une certaine manière le référentiel de sûreté était différent. Ce qui fait que les coûts ont été beaucoup plus importants, les coûts de construction et les coûts d'exploitation. 2 fois plus important. Mais également la responsabilité de sûreté. Alors, je voudrais peut-être être un tout petit peu plus concret en disant que dans le parc EDF, quand il y a un problème d'exploitation quel qu'il soit, aussi simple soit-il, ou bien un incident, ou bien un problème d'équipement, ce problème est immédiatement remonté à l'ingénierie qui a fait la conception et aux fournisseurs, de sorte que les remèdes sont immédiatement intégrés dans les réacteurs en conception, dans les réacteurs en construction et dans tous les réacteurs en exploitation. Donc on assiste à un effet de standardisation progressive, en sorte que EDF a aujourd'hui un parc dans lequel il y a 6 modèles différents. Ces 6 modèles différents sont tous sur le même référentiel de sûreté et sont exploités indifféremment par des exploitants sur les différents modèles, ce sont les mêmes exploitants. Et donc, c'est du point de vue, ça a une autre conséquence, c'est que la sûreté est constamment améliorée du fait de ce processus de standardisation et d'amélioration de la sûreté. Je rappelle à cet égard que pour le passage des décennales, c'est-à-dire d'une autorisation d'exploitation de 10 ans à l'autre, il y a un examen de sûreté et le référentiel de sûreté est constamment mis à jour en accord avec les autorités de sûreté. Et d'ailleurs, la 4e décennale, la plus importante, représente un saut du point de vue de la sûreté sur lequel on pourra revenir, mais qui est très important et qui explique la durée des arrêts de tranche actuels. Et donc, aux États-Unis, la sûreté des centrales, pour fonctionner 60 ans ou 80 ans, comme il en est question, le référentiel, c'est le référentiel d'origine. Il faut que la centrale soit dans une situation de sûreté équivalent à la situation d'origine. Et donc on voit qu'à la fois le résultat économique, le résultat du point de vue de la sûreté et le résultat du point de vue de la responsabilité de l'exploitant. En fait, en France, c'est l'exploitant qui est responsable de la sûreté, etc. Dans les autres pays, ce sont Westinghouse, General Electric, Mitsubishi, Toshiba, ABB, Combustion Engineering qui ont construit en sorte que les exploitants, et nous avons pendant des années essayé de coopérer avec les exploitants japonais, sans aucun succès, ils ne connaissent pas leur matériel. Et vous vérifierez que l'ensemble des
des accidents qui se sont produits dans le domaine nucléaire se sont produits chez des exploitants pour lesquels on avait construit des centrales clés en main. La plupart d'ailleurs de ces fournisseurs ont fait faillite depuis, puisqu'ils se sont rachetés les uns les autres. Il ne reste que Westinghouse qui est soutenu par le DOE, comme on sait. Ce problème, donc j'ai parlé que d'EDF, c'est important de comprendre, l'architecte, comme dans une maison, l'architecte EDF ne produit rien, ne fournit rien, mais anime un ensemble de fournisseurs qui vont effectivement de Framatome pour la chaudière, Alstom pour la turbine, et 1500 autres fournisseurs. EDF est l'architecte de tout ça. Ce modèle a été contesté dès l'origine par Fra, dont l'objectif dès l'origine, dès les années 70, a été de devenir un constructeur clé en main. Et donc, tant que EDF était le principal client, ça n'a pas posé de problème, parce que on construisait entre 4 et 6 tranches par an, et donc le principal client d'EDF, de Framatome, c'était EDF. Dès que l'équilibre, le centre de gravité s'est déplacé vers l'export, alors Framatome a essayé de prendre ses marques, mais EDF restait le propriétaire avait la propriété intellectuelle des réacteurs. Par conséquent, c'est par l'intermédiaire d'une société commune dont EDF avait la majorité, Sofinel, que le transfert de connaissances s'est fait pour la construction de la centrale de Koeberg, de Ulchin en Corée et de Daya-Bay. Daya-Bay, c'est un cas un peu différent. Et donc, d'ailleurs, j'en profite pour dire que du fait de cette organisation industrielle et de cette capacité à construire de façon économique, tous les appels d'offres de l'époque, dans le monde, à part le monde soviétique, tous les appels d'offres ont été gagnés par la France. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les autres ont été, pour une grande part, en faillite. Et donc, jusque-là, alors à Daya-Bay, ce sont les Chinois qui sont venus nous chercher, EDF, pour les accompagner et prendre la responsabilité technique de la conduite du projet à leur côté. Framatome étant un fournisseur de l'îlot nucléaire, et à ce moment-là, c'était General Electric Angleterre, GEC, qui était le fournisseur de l'îlot conventionnel. Avec l'EPR, il y a deux choses qui se cassent. La première, c'est que le processus industriel dont je parlais, alors c'est une toute petite aparté, dans l'industrie, il n'y a pas d'exception. Au fond, être un industriel, ce n'est pas savoir produire un produit, c'est avoir la maîtrise de l'outil de production. On peut donner des exemples, par exemple Michelin, sa science, son savoir-faire, c'est de construire des usines pour fabriquer des pneus. Et il y en a dans le monde entier, il y a une ingénierie commune qui est à Clermont-Ferrand et qui diffuse à toutes les usines le bon savoir-faire de la maîtrise industrielle des usines. C'est vrai pour le ciment, c'est vrai pour toute l'industrie. Et il se trouve que, je prétends, que produire de l'électricité nucléaire, c'est une industrie, et il faut donc avoir la maîtrise de son outil de production. Et donc EDF, et quand on fait de l'industrie, bien, on améliore en permanence son outil de production. C'est ce que font tous les industriels, quel que soit le domaine dans lequel ils travaillent. Et donc c'est ce qu'EDF a fait, puisque après avoir acquis de Westinghouse le savoir, le know-how de la construction des centrales nucléaires, et la première qui a été faite à Fessenheim, ben, à partir de Fessenheim 2, Bugey 1, Bugey 2, etc., on a mis en place ce processus industriel qui consiste à améliorer réacteur après réacteur, palier après palier, la nature du réacteur. Et c'est comme ça qu'on est passé du CP0, CP1, CP2, P4, P'4, N4. N4 étant
le moment où on a une maîtrise, et je continue de penser que le N4 est probablement, dans les réacteurs qui fonctionnent, le meilleur du monde aujourd'hui. Il se trouve que, alors qu'on étudiait le modèle d'après, la 608, si je peux dire, tombe une injonction, il faut faire un réacteur franco-allemand. Et donc on arrête l'étude de ce qu'on appelait le N4+, ou REP 2000, pour étudier avec les Allemands, donc Siemens, puisque c'est l'entreprise sur un modèle clé en main qui construisait les centrales nucléaires allemandes, avec lesquels on discute. Et donc, il y a une organisation avec ce qu'on appelle German Utilities, donc les exploitants allemands, EDF, qui se mettent d'accord pour passer des contrats à Siemens et à Framatome. Alors, Siemens parle à EDF pour tout ce qui est la centrale, et Siemens KVU, la partie nucléaire, parle à Framatome pour ce qui est de la chaudière. Puisque Framatome a, depuis l'origine, la responsabilité de l'ingénierie et de la construction des chaudières. N'hésitez pas, hein, si les chaudières, c'est pas clair. Bon. Et donc, ce jour-là, commence une discussion avec deux autorités de sûreté de référence, une autorité de sûreté allemande dont la tutelle est un ministre de l'environnement écolo qui a dit explicitement vouloir tuer le nucléaire, et du côté français, l'autorité de sûreté. Et il faut marier ces deux autorités, se mettre d'accord et se mettre d'accord avec les Allemands. Donc il y a d'une part la surestimation des besoins de sûreté liés à cette situation, et puis en plus quelque chose qui n'est pas symétrique. C'est que EDF, c'est un service public, a une vision d'intérêt général en permanence. Siemens, qui est une très très grande entreprise, a d'autres objectifs que l'intérêt général. Et la discussion, je m'en souviens très bien, puisque j'étais chargé, étant directeur de ce qu'on appelait le CNEN, Centre national d'ingénierie nucléaire, qui était responsable du basic design de l'EPR. Le responsable de la négociation, qui était le directeur des études du CNEN, rentrait 3 fois par semaine en disant ça a bien avancé. En fait, finalement, on a pas mal accepté les solutions de Siemens parce qu'elles ne sont pas forcément beaucoup plus mauvaises que les nôtres. Le résultat pratique, c'est que forcément, le Siemens travaille pour placer ses équipements, c'est eux qui les fabriquent, ses filiales, c'est eux qui fabriquent les équipements également. Et donc, on s'est trouvé dans une situation où l'EPR est devenu un réacteur où les solutions sont quasiment principalement allemandes, avec des équipements principalement allemands, y compris le contrôle-commande, qui est quand même clé dans un... Et donc, c'est une rupture industrielle dans le processus industriel d'EDF. On est obligé de partir à zéro. La deuxième chose beaucoup plus importante, c'est que je ne sais pas quels ont été les mobiles d'Helmut Kohl pour aller demander à Mitterrand de faire un réacteur commun, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la filiale nucléaire de Siemens était en faillite. Il n'avait aucun marché, nulle part, et nulle part à l'étranger non plus. Le fait, c'est qu'une fois le basic design de l'EPR achevé, il y a eu un accord entre Framatome et KVU, pour constituer une société commune qui s'appelait NPI. Et cette société commune, du fait que, pour la raison que je disais tout à l'heure, que l'un des propriétaires du design était Siemens, KVU, eh bien, dans cette joint venture, Framatome devient propriétaire du savoir-faire, du know-how de l'EPR. Et donc ce jour-là, brusque changement de politique de la part de Framatome, on n'a plus besoin d'EDF, et ça a été constant par la suite. On va construire des centrales clés en main dans le monde entier, et vous avez entendu parler des 34 projets, au Kyoto bien sûr, et les 34 projets qui ont été la base, probablement, enfin une des causes de la faillite d'Areva,
puisque Areva a investi pendant des années dans des projets qui n'ont jamais vu le jour, sur le mode du clé en main excluant EDF. Alors, je passe, on pourra revenir sur la Chine, parce que c'est un cas un peu particulier dans lequel, effectivement, les Chinois sont venus chercher EDF, mais dans lequel, effectivement, Areva a fait tout son possible pour qu'EDF soit le moins impliqué possible dans le projet. La deuxième cause de la perte de souveraineté et d'indépendance, c'est ce que j'appellerais l'interférence, la politisation progressive, constante de l'industrie. C'est-à-dire que l'influence politique de plus en plus prégnante dans les décisions industrielles. Et l'influence politique de l'écologie antinucléaire qui a investi l'appareil d'État à tous les niveaux, du niveau ministériel au niveau de toutes les administrations et institutions. Et donc, comment voulez-vous que dans un... C'est déjà un miracle qu'on ait réussi à maintenir un parc d'exploitation nucléaire avec une telle efficacité, jusqu'à une période récente, on pourra revenir sur les déboires récents, mais avec une telle efficacité dans un contexte politique qui se détériore de jour en jour depuis 40 ans. Et pour lequel, je veux dire, à l'époque de la construction du parc, le gouvernement donnait à EDF des missions et EDF définissait les moyens pour remplir ces missions. Aujourd'hui, je veux dire, c'est des injonctions permanentes sur ce qu'EDF doit faire à droite, à gauche. Bon. Et donc, à la fois sans continuité et sans cohérence. Bon, donc, j'entends, je veux dire, je prends un exemple. Quand on voit ce qui a été fait en matière de dérégulation, qui fait que, on y reviendra, je pense, qui fait qu'aujourd'hui EDF n'a en droit aucune responsabilité de service public, en tout cas n'a plus la responsabilité du service public, il est quand même paradoxal et incohérent que les ministres de l'énergie et de l'environnement appellent le président d'EDF en lui disant « il faut que vous preniez vos responsabilités ». Quelle responsabilité ? EDF n'a plus la responsabilité d'assurer la production nécessaire pour la consommation française. C'est quelque chose qui subsiste dans les esprits, mais ça n'est plus une responsabilité de droit. Enfin bon, je passe là-dessus. Et vous imaginez bien, et moi je suis extrêmement positif, contrairement à un certain nombre d'autres, sur le rôle qu'a réussi à tenir l'autorité de sûreté dans ce contexte, parce que dans un tel contexte politique, soumis en permanence à la pression des médias et du lobby antinucléaire, garder la tête froide et rester dans un niveau d'exigence raisonnable a dû être un exercice extrêmement difficile, que l'autorité de sûreté a réussi, mais bien entendu, pas sans je veux dire, une très 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 grande rigueur qui a peut-être conduit à un accroissement des contraintes d'exploitation. Et donc la dernière conséquence, c'est évidemment l'arrêt des constructions. Non seulement l'arrêt des constructions, l'arrêt des centrales en activité, c'est quand même un monde. Je pense à Crémalville, je pense à Fessenheim. Et évidemment, quand on ne construit plus, je veux dire, les gens, ils ne restent pas l'arme au pied, les industriels, l'arme au pied à attendre les beaux jours où les politiques auront enfin fixé un cap et on pourra recommencer à investir. Ils se sont disséminés et effectivement, aujourd'hui, on a toutes les peines du monde à trouver les compétences qu'il faut. La troisième cause, de mon point de vue, c'est ce que j'appelle la dépendance, pour ne pas dire la soumission à l'Allemagne et à la Commission européenne, qui est son outil. Aujourd'hui, toutes les décisions, quel que soit le domaine, sont prises sur des... Ah ben, on ne peut pas, ça va déplaire à Bruxelles. Je pense évidemment aux énergies renouvelables, je pense à la dérégulation, je pense à l'Arenh. On ne peut plus rien faire parce que Bruxelles n'acceptera pas.
Mais Bruxelles, en l'occurrence, c'est qui? Je voudrais citer, parce que je ne suis pas complotiste, je n'ai jamais été, et je pense que l'Europe est évidemment à construire. Mais sur quelle base? C'est Joschka Fischer qui a été le vice-chancelier, ministre des Affaires étrangères, et qui a dit publiquement, les gouvernants actuels, il parle de l'Allemagne, voient de plus en plus l'Europe comme une simple fonction de la politique de défense des intérêts allemands. Il y a là un risque qui n'est pas mince pour l'Europe, mais aussi avant tout pour l'Allemagne. Mais on le voit dans les problèmes liés à la taxonomie, on le voit dans les problèmes liés aujourd'hui à la fabrication de l'hydrogène. L'Allemagne, elle n'est pas... je veux dire, il vaut mieux produire du CO2 que utiliser le nucléaire. C'est manifestement la stratégie de l'Allemagne. C'est la stratégie de l'Allemagne qu'elle impose à l'ensemble de l'Europe par l'intermédiaire de la Commission européenne. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette situation. Donc, je pourrais citer plein d'exemples et d'analyses qui ont été faites. Je pense à l'école de guerre économique qui a publié un document qui s'appelle J'attaque, ou comment l'Allemagne tente d'affaiblir la France dans le domaine de l'énergie en mai 2001. Ou bien, et ce qui est surprenant et qui mérite explication, c'est la réaction de la France. Alors, juste pourquoi la France se soumet-elle à de telles injonctions? Alors, il y a plusieurs explications. Il y a évidemment l'explication financière. L'Allemagne garantit la dette de la France et par conséquent, on est pieds et poings liés. Je veux dire, c'est sans doute une bonne raison, mais ce n'est pas comme ça qu'on va construire l'Europe. Et il y en a une autre qui est celle utilisée dans l'analyse qu'en fait Pierre Manant, le philosophe. Il dit « J'aimerais comprendre d'où vient cette fascination amoureuse de la France pour l'Allemagne, des élites françaises pour l'Allemagne. » Et lui, il n'est pas susceptible d'être soupçonné d'anti-européanisme, pas plus d'ailleurs que Jürgen Habermas, qui est un grand promoteur et qui dit la même chose à propos de l'Allemagne. L'Allemagne est retombée dans son syndrome historique de domination. Et donc, c'est OK, mais on peut comprendre. Mais il se trouve que l'Allemagne donc, se sert de l'Europe pour servir ses intérêts, et la France sacrifie ses intérêts au bénéfice d'une certaine idée de l'Europe qu'elle se fait. Bon, dans quel domaine ça s'applique? Et là, il faut être concret, ça s'applique dans le domaine des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, on pourra revenir dessus, elles sont en France inutiles. Elles ne peuvent apporter à rien du tout. Et parce que quand on a un parc décarboné, si les énergies renouvelables, elles ne complètent pas un parc, le parc, il existe parce qu'il est composé d'énergie pilotable, parce que pour couvrir la pointe, l'électricité n'étant pas stockable, pour couvrir la pointe, il faut un parc entièrement pilotable. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai en France, c'est vrai dans tous les pays. Sauf dans les pays où, effectivement, il pourrait y avoir des vents fixes ou du soleil en permanence. Mais en Europe, les parcs pilotables sont composés, les parcs de pointe sont composés d'énergie pilotable. Et donc, on a un parc en France qui couvre la totalité du besoin, qui est nucléaire, hydraulique, avec un peu de gaz. En Allemagne, c'est le parc, il n'a pas bougé depuis les années 90, le parc pilotable. C'est un peu de nucléaire, de moins en moins, du lignite, du charbon et du gaz. Ils ont toujours à peu près 90 gigawatts de parc pilotable de cela, et ils ont ajouté là-dessus 130 gigawatts de renouvelables. Et donc, les renouvelables ne sont pas un complément à la production, ils sont un substitut à la production. C'est-à-dire que quand il y a du vent, on arrête les centrales. Quand ce sont des centrales à charbon, c'est très bon pour le climat. Quand ce sont des centrales nucléaires, c'est une catastrophe pour l'économie et pour le climat. Donc en France, construire du renouvelable est d'un point de vue simplement logique, totalement absurde. J'ajoute à ça qu'il y a déjà 30 gigawatts
aux 25 gigawatts d'éolien en France. Je ne parle pas du solaire, qui est un peu une logique un tout petit peu différente. Il y a 250 gigawatts d'éolien en Europe. 250 gigawatts. Je rappelle qu'en France, il n'y a plus que 61 gigawatts de nucléaire. Donc il y a 4 fois plus d'éolien en Europe que de nucléaire en France. Qu'est-ce qui se passe? Le 8 décembre 2022, pointe de consommation dans toute l'Europe. Pas un souffle d'air. EDF achète de l'électricité en Allemagne, l'électricité fabriquée avec du charbon et du lignite, à 250 euros, à 580 euros le mégawattheure. Le 20 décembre, tout d'un coup, le vent se met à souffler, c'est la tempête sur l'Europe. L'Europe est inondée de vent. EDF est obligé d'arrêter ses centrales et de les réduire au minimum, mais qu'on ne peut pas les réduire en dessous du minimum, vend de l'électricité à zéro, voire une valeur négative. Donc voilà la situation dans laquelle rajouter aujourd'hui 1 gigawatt d'éolien en France est contraire au bon sens. Et en plus, une ruine. Mais ça, alors, pendant ce temps-là, la Commission européenne continue de nous expliquer qu'il va falloir payer 500 millions d'euros de pénalité parce qu'on n'a pas atteint les quotas en énergie renouvelable. Parce que la Commission européenne refuse, comme l'Allemagne, de considérer les moyens bas carbone, dans lequel le nucléaire est évidemment le record, pour ne considérer que les énergies renouvelables. Non contente de ça, il va falloir que l'ensemble de l'Europe monte à 40% d'énergie renouvelable. Donc, c'est-à-dire, chaque fois qu'on ajoute des énergies renouvelables en France, on augmente la production de CO2 et à un coût prohibitif. Donc, ça, c'est la politique. Alors, on dit, il y a un autre biais mental qui est le volume d'électricité. Ah oui, mais en 2035, comme on n'aura pas eu le temps de construire des nouveaux réacteurs, on n'aura pas le volume d'électricité nécessaire. Mais on oublie que le volume, c'est-à-dire les térawattheures, ça n'existe pas, puisque ça ne peut pas être stocké. Et donc, s'il y a des difficultés, comme il y a eu en décembre, de production d'électricité en 2035, il faudra bien trouver une autre solution. Ce ne sera pas l'éolien, parce qu'il n'y a aucune raison pour que l'éolien souffle au moment où on en a besoin. Ce dont on a besoin en électricité, ce sont des gigawatts de capacité de production. Ce ne sont pas des térawattheures. Les térawattheures, encore une fois, et quand on parle de volume, c'est risible. L'électricité, vous avez déjà vu un volume d'électricité. Il y a des volumes d'eau, il y a des volumes de gaz, il y a des volumes d'uranium. Il n'y a pas de volume d'électricité, comme d'ailleurs il n'y a pas de volume de vent. Donc parler du volume d'électricité éolien dont on aura besoin en 2035 est là aussi complètement indéfendable. Et donc, par ailleurs, l'argument qui est utilisé aujourd'hui, c'est que comme on n'aura pas le temps de construire suffisamment de réacteurs d'ici là, il faudra bien de l'éolien. Encore une fois, je démonte cet argument, parce que l'éolien ne servira pas plus demain qu'il ne sert aujourd'hui. Mais qui a dit qu'on n'arriverait pas à construire des réacteurs? Là aussi, c'est un vrai sujet. Il suffit de le vouloir. En 1970, on a décidé de construire un programme nucléaire. En 1977, la première centrale était en service. Et à partir de 1977, il y en a eu en moyenne 4 par an pendant 20 ans. Et donc, expliquer que dans 30 ans, on n'aura pas été capable de construire des nouveaux réacteurs, c'est qu'on n'aura pas voulu le faire. Je suis d'ailleurs très, très impressionné parce que par le vote qu'il y a eu, bon, je ne vais pas contester la représentativité nationale, mais le Sénat a voté par 300 voix contre 13 l'accélération de la loi sur l'accélération des renouvelables. Et l'argument principal que j'ai entendu, c'est le retard de la France dans le développement des énergies renouvelables intermittentes. Je veux dire, comment expliquer un tel aveuglement? Je veux dire, il y a plein d'autres raisons, parce que, je veux dire, le crime, il y a des gens à qui le crime profite, ça, on peut comprendre. Mais dire que la France a besoin
est en retard. Mais en retard par rapport à quoi? La France est le pays le plus décarboné d'Europe, un des 3 pays les plus décarbonés d'Europe. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut s'intéresser à savoir à qui profite le crime. En effet, parce qu'en Allemagne, aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'éolien, en tout cas, moi j'ai fait le calcul jusqu'en 2018, le chiffre d'affaires est à 56% des entreprises étrangères, dont les 2 tiers allemandes, et la quasi-totalité du matériel vient soit d'Allemagne, soit d'Allemagne, soit des États-Unis. Donc 60%, les 2 tiers du chiffre d'affaires qui est fait en France part à l'étranger, par ce phénomène. Par ailleurs, c'est notoire, personne ne conteste que le niveau des bénéfices, des revenus des promoteurs de l'éolien, c'est entre 30 et 40% du chiffre d'affaires. Et donc, quand on pense aux conséquences sur la vie quotidienne en France et qu'on pense à ces chiffres, il y a quand même un peu de quoi se poser des questions. Le deuxième élément de la politique européenne qui s'impose à la France d'une façon qui est complètement, comment dirais-je, insupportable, c'est la dérégulation. Aujourd'hui, le système de l'Arenh, parce qu'au fond, c'est l'Arenh qui crée toute la perturbation qu'on connaît. L'Arenh a été créée pour faire accepter par l'Europe le maintien en France des tarifs régulés de vente d'électricité. La fameuse commission Champsaur a dit, voilà, pour que les Français bénéficient de ce qu'on appelait à l'époque la rente nucléaire, on va garder des tarifs régulés pour la France. Et pour ça, il faut faire un sacrifice, parce que c'était contraire à la réglementation, et donc on a proposé l'Arenh. Quand l'Arenh est sortie, la direction de la concurrence française a dit, mais attendez, vous avez vraiment l'intention de créer de la concurrence avec ça? Jamais il y aura de concurrence à la production provenant de là, parce que l'idée, c'était quand même la concurrence à la production au départ. La direction de la concurrence européenne a dit la même chose. Mais on a dit, écoutez, c'est très bien comme ça. Le problème, c'est que dans le calcul des tarifs régulés de vente, on a au début, pendant presque 10 ans, les prix de marché étaient inférieurs à l'Arenh, pratiquement. Et donc le calcul du TRV, c'était 75% ou 70%, je ne me souviens plus des chiffres exacts, c'est facile à vérifier, c'est un calcul qui a été proposé par la CRE, 70% d'Arenh et 30% des prix de marché. Et donc les fournisseurs alternatifs, qui sont en fait des traders qui font de l'optimisation, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent sur le marché une partie, ils prennent de l'Arenh de l'autre en fonction des cours. Et donc, le EDF a perdu 1 million de clients par an pendant la période où le prix de marché était inférieur ou équivalent au prix de l'Arenh. Je vous rappelle que, d'ailleurs, Total et Engie avaient dénoncé, quand les cours sont tombés suffisamment bas, Total et Engie ont dénoncé leur contrat Arenh. Bon. Puis tout d'un coup, septembre 2021, les prix du gaz, donc les prix de l'électricité, les prix spot augmentent brutalement et tout le monde veut de l'Arenh. Or, il se trouve que le calcul de la CRE prévoit que plus il y a une forte demande d'Arenh, et plus la part d'Arenh dans le calcul du TRV diminue, et plus la part du prix spot sur les 6 derniers mois, les 3 dernières semaines, etc., c'est très compliqué, augmente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on en croit la CRE, en février 2022, le prix de l'électricité aurait dû augmenter de 35%, et le 1er février 2023, de 100%. Et donc, alors que
EDF produit aujourd'hui à peu près la totalité, quasi-totalité de ce dont la France a besoin, consomme, à un prix constant depuis 30 ans. Le coût de production d'EDF, il est sur le nucléaire et l'hydraulique, il est constant depuis 30 ans, il n'a pas bougé. Il est un peu affecté par que je disais tout à l'heure, par le renouvelable, mais enfin, grosso modo, il n'a pas bougé. Comment explique-t-on que, alors qu'on pourrait produire la quasi-totalité de la consommation française à 70 € le mégawattheure, on demande aux gens de la payer 230 ou 280, ou même parce qu'il y a un bouclier tarifaire. J'ajoute d'ailleurs à ce sujet que le bouclier tarifaire, si j'en crois certaines analyses, qui va se monter à une centaine de milliards d'euros, pourrait couvrir le grand carénage plus la construction d'une dizaine d'EPR. Alors, le problème, c'est que où va cet argent? Où va cet argent? Aujourd'hui, EDF perd tout l'argent qu'elle peut, les consommateurs tout l'argent qu'ils peuvent. Où va cet argent? Alors, bon, certainement, il y en a une partie qui va chez les fournisseurs alternatifs en question, puisque c'est leur métier. Et on voit aujourd'hui que ces fournisseurs alternatifs rendent les consommateurs qu'ils ont pris à EDF parce que ça les arrange. Comme ça, EDF est obligé de les reprendre. Et donc, comme EDF a déjà fourni toute l'électricité, vendu toute l'électricité dont elle dispose, est obligée de racheter sur le marché pour les nouveaux arrivants. Et donc, il y a des gens qui, et y compris d'ailleurs, rachètent sur le marché au même à qui elles vendent l'électricité à 42 € le mégawattheure. Et donc, on est dans une situation totalement absurde dans laquelle au motif que c'est le marché de l'électricité. Je ne vois pas d'ailleurs, avant la dérégulation, il y avait des importations et des exportations d'électricité tout pareil. EDF d'ailleurs exportait énormément. Et il y avait un équilibre qui se faisait entre les différents pays en fonction de leurs besoins. Et donc, bon, alors on peut en revenir, si vous voulez, sur les problèmes plus liés à l'exportation. Mais pour conclure sur cette partie-là et sur ces trois, pour moi, j'ai 4 recommandations. Premièrement, poursuivre l'exploitation des centrales existantes le plus longtemps possible. Et le plus longtemps possible, je voudrais là aussi faire une petite parenthèse technique. Aujourd'hui, le grand carénage, qui est l'opération la plus lourde qui n'a jamais été faite en maintenance sur les tranches nucléaires, parce qu'on essaye de les mettre le plus proche possible ce qu'on appelle les réacteurs de génération 3, c'est-à-dire la prise en compte des accidents graves dans la conception. Et donc, il y a quantité de mesures qui sont nécessaires. Et donc, ce grand carénage, cette 4e décennale, elle est particulièrement lourde. Elle est 3 fois plus lourde en travaux que les décennales précédentes. Mais le coût de cette décennale, c'est 1 000 € par kilowatt installé. C'est-à-dire le 5e du prix d'un nouveau réacteur, même standardisé. Et c'est beaucoup moins cher que la construction de centrales à charbon et à gaz. Donc c'est de très loin l'investissement le plus rentable qu'on puisse imaginer. Alors je dis, moi, que si on a fait de tels travaux pour passer de 40 à 50, il est peu vraisemblable qu'on soit obligé de faire la même quantité de travaux pour passer de 50 à 60, parce qu'on ne va pas inventer en permanence. Mais même si c'était le cas, le coût, et donc il faut se mettre d'accord avec les autorités de sûreté, mais la limite, c'est une limite économique. Quand effectivement l'investissement pour se mettre au niveau de sûreté approprié sera supérieur au prix d'un nouveau réacteur, à ce moment-là, on arrêtera d'exploiter les centrales existantes, à moins qu'il y ait une limite physique. Et les limites physiques, on les connaît, c'est la résistance de la cuve. Or, nos cuves, c'est de notoriété publique, sont meilleures que les cuves américaines parce qu'elles ont été faites après. Et les Américains, une grande partie de leur parc est à 60 ans. Une partie non négligeable
est aujourd'hui autorisé et dans le processus d'autorisation pour aller à 80 ans, et on parle aux États-Unis d'aller à 100 ans. Bon. Donc aujourd'hui, l'idée de se limiter à 50 en France est tout simplement un gâchis colossal. Et donc, ce n'est pas un choix aléatoire. Ce n'est pas l'autorité de sûreté qui va lancer des pièces en l'air en disant celle-là. C'est une analyse de sûreté, économie qu'il va falloir faire et qui a toutes les chances de. Donc, la durée de vie du parc existant, plus la construction le plus rapidement possible du plus grand nombre possible de nouveaux réacteurs pour arriver en 2050 à 100 gigawatts de nucléaire. Et bien entendu, il faudra continuer après, parce que c'est à ce moment-là que les premiers vont être démantelés. Deuxième mesure, la suppression de l'Arenh. Et la suppression de l'Arenh, c'est extrêmement simple. Il y a des analyses juridiques qui ont été faites. Demain, la France décide de supprimer les TRVE. À l'instant même, l'Arenh tombe, et ce sera à la Commission européenne de faire la preuve que EDF est en abus de position dominante. Mais il n'y a aucune raison. Et les TRVE, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils protègent qui que ce soit, puisqu'ils sont à peu près 4 fois au niveau où ils étaient à l'origine. La troisième mesure, c'est de supprimer les subventions aux énergies renouvelables. On ne voit pas pourquoi, dans un marché soi-disant compétitif de production d'électricité, il y aurait des énergies qui seraient subventionnées et avec une garantie d'achat et une garantie d'accès au réseau. C'est proprement disqualifiant pour tous les autres. Et on voit bien la ruine à laquelle ça conduit. Et puis la troisième mesure, c'est redonner à EDF sa dimension d'entreprise de service public intégré, qui est la condition de la gestion d'un service public, parce que si on, pour adapter constamment la production à la consommation, il faut pouvoir prévoir cette consommation à court, moyen et long terme, et il faut pouvoir mettre en place les moyens, optimiser les moyens de production pour répondre à cette consommation. Donc on ne va pas optimiser avec uniquement du nucléaire, uniquement du gaz ou uniquement du hydraulique. Il faut pouvoir gérer l'ensemble, et c'est seulement un acteur qui a la capacité et la responsabilité de gérer et d'optimiser cet ensemble. Voilà, je suis désolé, j'étais un petit peu long, et je vous remercie. Merci beaucoup, attention. Mais je comprends bien qu'il faille un propos long pour développer la vision complète. Je vais revenir sur mes questions plus spécifiquement aux responsabilités qui ont été les vôtres et aux périodes de responsabilité qui ont été les vôtres pour ne pas trop se perdre en généralité. D'abord, dans les travaux que nous avons menés, nous n'avons pas forcément été longuement nous intéresser à la stratégie de développement à l'international d'EDF. Vous avez eu un certain nombre de responsabilités à ce niveau-là. Vous connaissez les critiques qui sont celles qui sont formulées par certains observateurs sur la question de l'acquisition progressive d'un certain nombre de parts de marché, d'outils de production à l'étranger. Vous avez été largement impliqué, notamment sur le volet Asie. Qu'est-ce que vous en pensez de cela ? Il y a plusieurs choses. Je veux dire, on a EDF a, depuis les années 90, lancé de grands programmes. On me souvient qu'on a acheté une distribution au Brésil, des choses comme ça. Alors là, je n'ai pas du tout été impliqué. Il n'en reste pas moins que... Pour moi, le métier d'EDF, je l'ai exprimé, c'est la production industrielle d'électricité. Et évidemment, quand on est un producteur de quelque chose, il faut pouvoir vendre ce produit, et donc, mais vendre le produit qu'on fabrique. Je n'ai pas, comment dirais-je, je ne pense pas que ce soit le métier d'EDF d'aller faire de la distribution ailleurs, pas plus que c'est le métier des autres de venir vendre de l'électricité d'EDF en France. L'achat de l'électricien anglais, je dirais c'est très difficile de porter un jugement.
est-ce que c'est dans la vocation d'EDF de faire l'ensemble de son métier dans un autre pays? Au fait, si les contraintes sont suffisamment claires, et pourquoi pas, puisque c'est le métier d'EDF. Et donc, ça peut se discuter. L'aventure nucléaire américaine est évidemment beaucoup plus discutable, et d'ailleurs, on a vu que ce n'était pas forcément le succès qu'on avait initialement escompté. En Asie, c'est très différent, parce que on n'a jamais, à part dans le PR de Taishan, on n'a jamais investi en Asie. On a été on a fait notre métier d'industriel. On a construit des centrales. Par exemple, à Daya Bay, on n'a pas mis un sou, on s'est fait payer pour le faire. Et même d'une façon très très correcte. Et donc, et ensuite, on a investi en Chine dans des moyens de production, dans la construction de... Alors, il faut que je revienne un peu en arrière, parce que la Chine s'est développée à partir des années 80 et EDF était dans le paysage. Et EDF était un peu le modèle et le guide du développement de l'électricité en Chine. Donc on a contribué dans le domaine de l'hydraulique, dans le domaine du thermique, parce que la Chine faisait des essais, en particulier un essai à Laibin, qui est une centrale à charbon dont le fournisseur était Alstom, et que les Chinois voulaient tester un BOP, un BOT, c'est le Build Operate Transfer, c'est-à-dire qu'on confie à un constructeur la construction, il l'exploite pendant un certain temps, puis ensuite il le remet au propriétaire. Et donc, je dirais, en Chine, EDF a accompagné le développement le développement du système électrique en Chine assez largement dans tous les domaines de distribution, production, transport et distribution, mais sous forme de conseil et en étant payé pour le faire. Je dirais à trois exceptions qui sont la centrale de Laibin, une centrale à la même époque des années 90 dans le Shandong, enfin un groupe de centrales dans le Shandong thermique, et puis une centrale à charbon ultra supercritique du dernier modèle j'oublie le nom, et puis évidemment le PR de Taishan. Le PR de Taishan, il faut voir comment ça s'est produit. Je veux dire, la Chine, qui voulait faire son programme, qui voulait faire son programme sur le modèle français au moment du retour de Hu Jintao, de l'arrivée de Hu Jintao au pouvoir en 2003. Hu Jintao, alors que le programme nucléaire avait été arrêté jusque-là, Hu Jintao décide de lancer un programme nucléaire. Et l'année 2003, tous les nucléaristes de Chine viennent en France. Et donc, en septembre, ils décident de faire leur programme sur la base du N4. Areva conteste ça en disant non, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, c'est le PR qu'il faut ou rien. Et donc, plus une intervention américaine assez forte de la part de Dick Cheney qui vient en Chine et qui dit vous avez déjà tout donné aux Français, vous n'avez pas donné. Et donc les Chinois décident de lancer un appel d'offres fin 2004. Ils lancent cet appel d'offres fin 2003, ils le décident. Début 2004, ils organisent ce qu'ils appellent la duplication et ils lancent un très grand nombre de réacteurs du type français. Il y en a, et d'ailleurs aujourd'hui la majorité des réacteurs en exploitation sont du modèle sur la base de la duplication sur modèle. Et l'appel d'offres est lancé fin 2004 et finalement, après de nombreuses péripéties, il est attribué aux Américains. Le contraire aurait quand même été extrêmement étonnant, début décembre 2006. 15 jours après, une délégation
l'appel d'offres, c'était pour la construction du programme chinois, mais c'était 4 réacteurs, 2 construits par CNNC et 2 construits par CGN, donc les 2 grands acteurs. Et CGN obtient du gouvernement de détourner vers un 3e acteur nucléaire un peu qui démarrait mais qui est très, très volontaire, et dit, moi, j'ai que du programme français, je voudrais faire de l'EPR. Et donc, c'est comme ça que, 3 semaines après, EDF reçoit une lettre de CGN proposant d'être investisseur dans la construction de l'EPR, et à Areva une lettre lui demandant de fournir l'îlot nucléaire. Et donc, je dirais, c'était irrefusable, quoi. C'était c'était un mouvement. Le président Chirac avait tellement insisté pour qu'il y ait de l'EPR en Chine. Il s'était énormément investi pour que le choix se fasse sur l'EPR, etc. Et donc, naturellement, EDF et Areva ont répondu favorablement. Je dis par ailleurs, les investissements de ce type en Chine ont été extrêmement rentables. L'investissement dans la centrale du Shandong, le TRI est supérieur à 17%. À l'Aibin, il est de l'ordre de 15%. Alors, Taishan, je ne sais pas encore, parce que ça va prendre du temps, mais il y a 2 autres très beaux projets qui ont été faits en Asie. Un projet de barrage au Laos, à Namtön, qui est probablement un cas assez unique dans l'histoire des barrages pour avoir été construit à 3 mois près dans les délais et au dollar près dans le devis, et qui est aujourd'hui extrêmement rentable pour EDF. Et puis le cycle combiné à gaz de Phu My au Vietnam, qui est aussi une très belle opération. Donc, je veux dire, ça dépend. Le métier, quand on est sur le métier industriel d'EDF, avec des partenaires, avec lesquels on s'entend, c'est rentable. Merci bien. Du coup, on a beaucoup parlé en France des difficultés de l'EPR de Flamanville. Sur le regard international, c'est peut-être l'occasion d'identifier quelles ont été les difficultés des EPR vendus, notamment en Chine, puisque c'est un secteur que vous connaissez bien. Donc, si la question c'est est-ce que l'EPR était facile à construire, la réponse est non. Parce que les Chinois ont été beaucoup plus rapides que nous. Ils l'ont fait moins cher et plus rapidement. Mais enfin, ça a quand même pris beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent qu'initialement prévu. Pourquoi ? Pour les raisons que je disais tout à l'heure. C'est un réacteur extrêmement compliqué, avec beaucoup de solutions allemandes, et qu'on a grossi à la dernière minute en espérant que le coût de production serait plus bas. Bon. Et donc, de toute façon, c'est quelque chose qui est difficile à construire. La différence essentielle entre la Chine et la France, c'est que au moment où ils ont engagé l'EPR en Chine, ils construisaient 10 réacteurs par an. Donc le tissu industriel, il est complètement au point, complètement, parfaitement mobilisable. Et donc il n'y a pas eu de problème de soudure à Taishan, alors qu'en France, une très très grande partie, pour ne pas dire la majorité, mais en tout cas une énorme partie des problèmes, tous ceux dont on a entendu parler, sont des problèmes liés à la métallurgie, au soudage. La métallurgie du couvercle, la métallurgie du fond de cuve, la métallurgie des traversées d'enceinte, la métallurgie les soudages des soutiens du pont roulant, etc., qui ont conduit à des retards considérables. Tout ça du fait d'une perte de... Bon, le mot convenu, c'est perte de compétences, mais c'est perte d'expertise industrielle, parce qu'effectivement, quand on ne construit pas pendant plus de 10 ans,
et qu'on dit vous allez faire un réacteur, l'industrie ne se mobilise pas pour remettre en place une capacité industrielle. Le nucléaire, ça coûte très cher. Du fait de l'organisation de la qualité, du fait de la sûreté, etc., c'est des investissements considérables. Et donc, soit on fait un programme et les industriels investiront, soit on ne fait pas de programme. Et, donc, la coupure, toutes les raisons que je disais tout à l'heure sur la faillite de la filière, plus la coupure de 10 ans dans la construction, explique les difficultés de la France. Enfin, une dernière question pour moi avant de laisser la parole au rapporteur. Il y a eu quelques alertes au-delà de la complexité de l'EPR, au-delà de la difficulté à l'industrialisation, enfin à la mise en œuvre industrielle du programme propre à la France, et ce que vous venez d'évoquer. Un sujet qui émerge sur l'inadéquation peut-être de la puissance de l'EPR par rapport au marché mondial du besoin de centrales de production d'électricité. Quel est le regard que vous avez de ce point de vue-là? Peut-être pas tant en Chine, mais j'ai envie de dire reste du monde au vu des enjeux de décarbonation. Bon, il y a plusieurs sujets. Parce que la taille, oui, c'est toujours complexe. La taille, moi, quand j'ai lancé à EDF en 2011 l'étude de ce qu'on appelle aujourd'hui l'EPR2, mais qui est en fait le retour dans la filière industrielle d'EDF dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire utiliser toutes les expériences industrielles pour faire un nouveau modèle. J'avais demandé qu'on regarde s'il n'y avait pas un optimum de dimension pour les réacteurs. Parce qu'il me semblait que le faire toujours plus gros n'était pas forcément l'optimum. L'étude résultante qui m'a été rapportée, c'est que, en gros, compte tenu des coûts d'ensemble liés au site, etc., plus c'est gros, plus le kilowattheure qui sort est bon marché. Et donc, ça, c'est une réponse théorique, dans la limite de la capacité industrielle à fabriquer, évidemment. Bon. Maintenant, pour ce qui concerne l'EPR, mais je veux dire, quand on exportait des produits qu'on connaissait, qu'on avait fait fonctionner et qu'on avait construit à des coûts très compétitifs. C'est pour ça qu'on a gagné. Aujourd'hui, l'EPR, son problème, c'est que, je veux dire, c'est difficile de le vendre puisqu'on n'a pas encore réussi à le faire marcher. Et deuxièmement, à quel prix peut-on imaginer de le vendre aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, qui vend des réacteurs? Les Russes, parce qu'ils vendent des réacteurs qu'ils font et qu'ils savent à peu près à quel prix ils vont les construire, comme nous on a fait en Afrique du Sud, en Corée et en Chine. Et donc la difficulté, c'est d'essayer de vendre quelque chose qu'on n'a pas. Et c'est ce qui s'est passé au Kiluoto. Donc, pour moi, la question, remettons en place un programme nucléaire et effectivement sur le même registre standardisé. Et là, ce sera le plus économique du monde. Et là, on revendra des réacteurs. Penser vendre des EPR aujourd'hui me paraît assez illusoire. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Macheneau, pour ces premiers éléments. Peut-être une première question pour comprendre les réflexions qui ont permis d'arriver au grand carénage. Sauf erreur, dès 2010, et probablement avant, mais en tout cas dès 2010, Monsieur Roussely, dans un rapport qu'il remet au Président de la République de l'époque et puis à ses ministres, évoque le besoin de lancer un ensemble de travaux qui ensuite comprendront également les éléments de travaux qui correspondent aux nouvelles normes post-Fukushima. Mais est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la temporalité qui conduit de la fin des années 2000 à 2014, je crois, et qui permet de décider du grand carénage dont on peut s'interroger sans en avoir tous les éléments.
sur la durée qu'il faut pour arriver à la décision et au lancement des investissements. Est-ce que c'était une durée qui correspondait aux procédures? Est-ce que vous jugez que la décision a été un peu différée ou qu'elle aurait pu être plus rapide? Est-ce que vous jugez que la manière dont la réflexion a été faite et le calendrier ensuite auraient pu être faits différemment et produire des impacts moins forts dans l'ensemble de la gestion du parc et de sa maintenance dans les dernières années? C'est une question. Enfin, moi, j'étais pas responsable de ça dans les années 2000, puisque j'étais en Chine déjà. Et quand je suis arrivé, le grand carénage a été décidé. Comment vous dire? Il me semble que cette notion de grand carénage dès les années 2000, c'est qu'on sait qu'on va arriver à 40 ans et que l'investissement, ce que je disais tout à l'heure, l'investissement correspondant au passage de 40 ans, aussi important soit-il, sera toujours rentable. D'où l'idée de faire un programme. Alors ensuite, il y a la négociation avec les autorités de sûreté qui était dans une disposition d'esprit de répondre. Elle voulait pouvoir faire à la fois une analyse générique du passage de l'ensemble des centrales au-delà de 40 ans, et d'autre part, une analyse individuelle pour chacune des centrales, en fonction de leur situation. Et donc, probablement, dans le contexte, parce que dans le contexte politique de l'époque, je vous rappelle que l'idée d'aller au-delà de 40 ans, elle n'est pas très ancienne dans l'esprit du monde politique. Hein. Et donc, parler ouvertement de ces choses-là de la part de l'autorité de sûreté ne devait pas être très facile à l'époque. En tout cas, l'instruction du dossier a pris beaucoup de temps. Et du dossier générique, puisque quand j'y étais, ça n'était pas complètement terminé. Et ensuite, l'analyse centrale par centrale. Alors, je rappelle que le grand carénage, c'est la 4e décennale, avec comme objectif depuis très longtemps d'arriver, encore une fois, le plus proche possible du niveau des réacteurs de génération 3, auquel on a ajouté les mesures post-Fukushima qui sont considérables. Et donc, l'ensemble de tout ça, encore une fois, c'est moins de 1 000 € par kilowattheure installé. Je ne sais pas si ça répond. Pardon. Je vous remercie. Une question sur les compétences. Vous avez pu l'évoquer dans des déclarations précédentes et de manière incidente ici pour identifier une forme de perte de compétences et de maîtrise de manière générale de la filière industrielle. De quand à peu près est-ce que vous datez le début de cette perte de compétences, de ce déclin relatif? Je pense que c'est directement lié à l'arrêt des constructions. Parce que les industriels se sont progressivement démobilisés, les soudeurs sont partis. C'est vraisemblablement très progressif, mais ça commence à la fin des années 90, quand on met en service Civaux. Il n'y a plus de programme après, et il faut maintenir à la force du poignet les fournisseurs pour les arrêts de tranche des centrales. Et donc, je me souviens que c'est déjà compliqué parce qu'il y a beaucoup de travail et qu'il y a de moins en moins de fournisseurs pour le faire. Donc, c'est progressif et je pense en plus que la période, encore une fois, les grands projets, les grands... Enfin, pour faire fonctionner l'industrie, je vous ai donné un exemple qui est peut-être un tout petit peu déplacé, mais aujourd'hui, quand j'y étais, les Chinois construisaient des centrales à charbon ultra supercritiques, c'est-à-dire plus performantes, avec des meilleurs rendements et des conditions de rejet meilleures qu'en Europe, plus exigeantes qu'en Europe, pour 1/5 du prix que nous avions évalué pour construire la même centrale en Pologne. Pourquoi? Parce qu'ils en construisaient 2 par semaine.
je veux dire, l'industrie, elle va là où il y a... Enfin, je veux dire, elle se développe. Bon, et aujourd'hui, les Chinois sont en train de construire bientôt 10 ou 15 réacteurs par an. C'est-à-dire, pour leur faire concurrence sur le plan des prix, ça va être très compliqué. Et c'est pareil pour les panneaux solaires, c'est pareil. Je veux dire, c'est un problème industriel. Croire que... Il n'y a rien qui soit... Il n'y a rien qui soit indépendant de la réalité industrielle. Je veux dire, les choses... un EPR, ça n'a pas une valeur. Ça ne c'est pas le même EPR si on en construit 3 par an ou si on en construit 1 tous les 30 ans. C'est pas le même prix. Je vous remercie. Donc j'imagine que quand vous arrivez à la tête de la direction du parc nucléaire, vous vous en inquiétez de cette perte de compétences. Quelle forme ça prend? Est-ce que vous vous en inquiétez ouvertement auprès de vos responsables, de la direction d'EDF? Est-ce que ces inquiétudes sont relayées auprès du gouvernement? Alors, je m'en inquiète et je relaie auprès de la direction d'EDF qui relaie... Mais je veux dire, vous connaissez l'ambiance gouvernementale dans les années 2010-2012. Le nucléaire, c'est même pas la peine d'en parler. On va fermer de toute façon. Et donc, je veux dire, remobiliser. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, sous on a, grâce à l'engagement du président Proglio, je veux dire, il y a les dotations pour la maintenance des centrales ont été considérablement augmentées à cette période-là. Parce que, bon, alors après, la formation, la reformation de compétences, à l'époque, si vous voulez, c'est tout un processus qui est à la fois, aujourd'hui, c'est tout un processus qui est à la fois interne et externe. Encore une fois, ce n'est pas EDF qui forme les soudeurs qui travaillent pour Ponticelli. Et donc, quand... il y a une époque où EDF avait des écoles de formation, et puis il y a eu toute une période où on s'est dit, c'est l'état d'esprit de la fin des années 90, on n'embauche plus que des bac plus 2, parce que maintenant le monde a changé, etc. Et c'est pas quelque chose qu'on peut rétablir rapidement. La formation du personnel d'exécution, c'est un sujet majeur qui est extrêmement difficile à résoudre. Et depuis cette époque-là et aujourd'hui encore, c'est très difficile de trouver des gens qui veulent venir dans le nucléaire. Ce n'est pas seulement une question d'être conscient de la difficulté, c'est que expliquer à des jeunes, alors qu'il n'y a plus d'entreprises qui sont mobilisées et mobilisatrices, et que... il n'y a pas de programme et que l'ambiance générale est le nucléaire, c'est fini, très difficile de mobiliser des compétences. Donc la situation pour vous, quand vous arrivez aux responsabilités en 2010, est déjà préoccupante? Oui. Alors j'ai du mal à comprendre pourquoi en 2012... dans une intervention écrite pour les Annales des mines réalité industrielle, numéro... Pardon, je ne trouve pas le numéro 12-2003, 2012-3 août 2012, vous vantez une filière qui est en capacité de maintenir son savoir-faire et ses capacités industrielles. Vous dites que c'est une filière en ordre de bataille pour affronter tout à fait correctement les défis. Et vous vantez le fait qu'EDF recrute actuellement de l'ordre de plus de 2000 jeunes chaque année pour conduire et maintenir ces réacteurs. Et je passe sur un certain nombre de déclarations où vous dites finalement que la filière se porte bien. Et donc j'imagine qu'il y a une part de marketing, bien sûr, mais j'ai du mal à comprendre, en fait, si vous voulez, pour revenir un peu à la question que posait Ségolène Royal hier à propos des barrages, comment une entreprise qui sait, quand bien même de nouveaux réacteurs ne seraient pas construits, qu'elle doit entretenir son actif, qu'elle ne mette pas tous les moyens pour entretenir ses actifs, y compris avoir la capacité de maîtriser sa filière, de maîtriser ses compétences en interne ou avec des sous-traitants de qualité qui le permettent de le faire. Et si ce n'est pas le cas, qu'elle ne s'en ouvre pas de manière extrêmement directe.
l'époque dont vous parlez est une époque où justement on a décidé de recruter massivement à EDF. On a renversé complètement le processus des années précédentes, qui était un processus de réduction, et c'est facile à vérifier. On a augmenté considérablement les effectifs et donc essayé de redonner. Donc, ce dont je parle, c'est le témoignage de cet effort qui est fait pour redonner à la filière son dynamisme. Mais je veux dire, le fait que l'industrie n'était plus en ordre de marche et qu'on avait des problèmes de soudage, c'est aussi une chose qui est un fait objectif. En réalité, la profession de foi que je fais, c'est qu'on a les moyens de remettre ça en marche. Et c'est vraiment ce que je pensais. Maintenant, on me suis aperçu effectivement à la suite d'un certain nombre d'incidents qu'on était quand même tombé encore plus bas que ce que je pensais. Il y a eu des problèmes de fabrication absolument comment dirais-je, inimaginables dans une organisation de qualité du type nucléaire. Et alors peut-être une demande de précision, parce que vous avez dit, oui, mais à cette époque-là, pour parler de la difficulté de recruter, l'attractivité, à cette époque-là, on parlait de fermer les centrales, il s'agissait d'en sortir. Mais vous dites justement que c'est autour des années 2010-2012 que vous relancez la machine, si j'ose dire. Mais en fait, de 2005, mettons, date de décision de construction d'un nouvel EPR, à 2010, personne ne parle de sortir du nucléaire. On vient même de lancer un nouvel EPR, de la construction d'un nouvel EPR en France. Il n'a pas le retard qu'on connaîtra par la suite. Donc, est-ce que c'est dans cette période des années 2000 qu'il y a un manque de suivi qui fait que les compétences se délitent progressivement? Si vous, en arrivant à partir des années 2010, avec les difficultés que vous nous avez expliquées et que vous connaîtrez par la suite, mais est-ce que c'est donc dans cette décennie-là qu'il faut chercher le début du délitement, alors même qu'il n'y a pas d'annonce de sortie du nucléaire, ni par les pouvoirs politiques, ni bien sûr par EDF, et qu'il y a même l'idée qu'une nouvelle génération de réacteurs arrive, incarnée par un EPR sur le sol français? Bon, effectivement, j'ai peut-être fait un amalgame de dates là, mais quand même, le fait que le programme se soit arrêté en 98, les entreprises principales qui depuis les années 70 construisaient le programme, elles n'ont pas maintenu leurs compétences et leurs effectifs. Et donc, elles se sont maintenues autour des centrales existantes pour en faire la maintenance. Et donc, quand vous dites que on ne parle pas encore d'arrêter les centrales, c'est vrai, mais enfin, l'ambiance est quand même pas. Parce que la succession des ministres de l'énergie, même à l'époque de Chirac, n'est pas très favorable au nucléaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, l'ensemble de l'atmosphère, on a eu la fermeture de Crémalville, on a eu l'atmosphère n'est pas à la relance du nucléaire. Et si en 2007 il y a un EPR qui est lancé, il est lancé comme je veux dire parce que Okilioto avait été lancé et qu'on s'est dit il faut pas enfin nous aussi on doit EDF, il peut pas y avoir qu'une centrale clé en main EPR construite par Areva, il faut aussi qu'on ait le mais je veux dire on n'a pas mobilisé l'industrie de façon vraiment significative. Et moi, quand j'arrive en 2010, c'est sûr, les efforts qui ont été faits pour essayer de relancer un projet, mais je veux dire, les entreprises, encore une fois, toutes les entreprises, elles faisaient ce qu'elles pouvaient dans la mesure des engagements qu'elles pouvaient prendre. Ce que vous dites en creux, c'est que EDF, en l'occurrence, ne porte pas de responsabilité en termes de gestion d'entreprise dans le délitement des compétences, et que l'entièreté de la responsabilité repose sur les décisions des pouvoirs publics en matière de nucléaire et sur l'atmosphère que ça fait peser sur l'industrie. Non, je ne dis pas ça. Parce que, si vous voulez, c'est toujours la même chose. Quand on est...
dans un milieu, EDF est une entreprise publique dont la loyauté à l'égard du public, du gouvernement et de l'État est absolument sans faille et a toujours été sans faille. Quand on a dit qu'il faut démanteler Creys-Malville, on a démantelé Creys-Malville. Il ne reste rien de Creys-Malville. Vous pourrez me dire, EDF porte une énorme responsabilité, sauf qu'EDF n'a fait qu'appliquer les instructions gouvernementales. Et donc là, je dirais la même chose. Si vous voulez, c'est pas EDF. EDF est un élément. Il y a 150 000 personnes. Hein, c'est un élément de la société civile. Et les imbus, la proportion de personnes à EDF qui doutent du nucléaire aujourd'hui, en tout cas qui doutaient du nucléaire il y a encore quelques années, est considérable. Et donc, c'est tout cet ensemble. C'est difficile de maintenir comme un roc. Bien sûr, EDF a une responsabilité. Elle a la responsabilité de ne pas être entré dans la résistance. Mais oui. Je vous remercie. Une dernière question, puisque notamment le CRME parle du rapport RTE Futur énergétique 2050 et notamment dit que des différents scénarios, il dit que RTE retient des hypothèses très discutables sur les moyens permettant de faire face aux pointes de consommation. Donc j'imagine que vous parlez plutôt des scénarios à très forte quotité d'énergie renouvelable et de la palette d'options présentées par RTE. Je pense à la capacité installée en matière d'énergie renouvelable, mais aussi aux batteries ou aux capacités de stockage ou aux interconnexions. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur ce point des hypothèses et de ce qui vous paraît pertinent ou plus fragile? Alors, je ne parlerai pas trop des scénarios à majorité renouvelable, parce qu'il y a 6 scénarios du RTE, avec 3 dans lesquels il n'y a pratiquement plus de nucléaire, et puis 3 dans lesquels il y a de plus en plus de nucléaire, et en particulier, il y a un certain scénario N03, dans lequel, en gros, on arrive à 50% de nucléaire. Et il se trouve que RTE lui-même dit que ce scénario est celui qui assure le mieux la sécurité d'approvisionnement et qui est le plus économique en investissement. Donc, on n'a pas trop regardé les autres. Et donc, on a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin? Parce que, tant qu'à faire, de montrer que plus il y a de nucléaire, mieux c'est, pourquoi on ne fait pas 80% de nucléaire? Donc, nous, on a fait un scénario à 80% de nucléaire. Et il se trouve que ce scénario à 80% de nucléaire, il est beaucoup plus, et je reviendrai là-dessus puisque c'est votre question, il est beaucoup plus sûr du point de vue de la sécurité d'approvisionnement et il est beaucoup plus économique d'au moins 20% par rapport au scénario N03 de RTE. Et donc, pourquoi on dit que le scénario RTE n'est pas quelles sont ses limites? Ses limites, c'est qu'il se fonde comme scénario de base sur une consommation de 645 TWh en 2050, je crois, ou quelque chose comme ça, en tout cas moins de 700. Et que nous, on pense que si on veut électrifier tout et décarboner, il va falloir beaucoup d'électricité. On n'est pas les seuls à le penser. L'Académie des sciences, l'Académie des technologies, le monde entier, l'ADEME parle plutôt de 900 TWh. Et donc, c'est une des faiblesses du scénario RTE. La deuxième faiblesse, c'est qu'il parle beaucoup de térawattheures, pas beaucoup de gigawatts, et que si on regarde bien, pour une pointe en 2050 à son scénario le plus haut, ça doit être 785 ou quelque chose comme ça de térawattheures. Il faut, en gros, en importation, il faut importer 39 gigawatts à la pointe, ou 31, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, la limite des interconnexions en France, c'est 15 gigawatts. Donc il va falloir doubler. Et puis, ces 31 gigawatts, ils sont réputés par RTE être verts, bien entendu, et disponibles.
Aujourd'hui, je ne vois pas qui va nous fournir de l'électricité verte disponible d'une façon économique, 30 gigawatts, même en 2050, sauf la France quand elle aura son parc nucléaire de 100 gigawatts. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, Monsieur Macheneau, pour la disponibilité qui a été la vôtre pour notre commission d'enquête. Ça a, une fois de plus, apporté un nouvel éclairage à nos travaux. Et je donne rendez-vous donc aux membres de notre commission d'enquête et à ceux qui suivent nos travaux demain pour la poursuite de nos travaux. En attendant, je crois que le rapporteur doit aller voter sur les retraites. Vous aussi, monsieur le Moi aussi, ah oui. Bonne soirée. Merci beaucoup, merci de votre